7 soldats, ou peut-être 17 selon les récits, franchissent une limite. À Tumu, à la lisière Ghana-Burkina Faso, ils empilent des sacs de sable comme pour tenir une ligne, puis sont encerclés, désarmés et relâchés dans un balai diplomatique en moins de 4 heures, comme si l'incident devait disparaître avant de devenir public, alors que nul n'est vraiment à l'abri, même à des milliers de kilomètres. Que révèle ce silence sur Ibrahim Traoré et sur qui fixe les règles quand un village sentinelle s'agite? Budget, sécurité, prix de l'énergie et chaînes logistiques se tendent en chaîne. Ce texte aide à comprendre comment un incident minuscule géré en coulisses peut protéger ou mettre en danger des millions de personnes bien au-delà de la frontière concernée. Comprendre comment un incident minuscule géré en coulisses peut protéger ou mettre en danger des millions de personnes bien au-delà de la frontière concernée. Pour le lecteur, il s'agit de saisir rapidement comment une tension locale peut, en quelques heures, faire monter les prix, fermer des routes commerciales ou durcir des politiques de sécurité. Saisir en 10 minutes ce qui, ailleurs, peut, en quelques heures, faire grimper les prix, fermer des routes commerciales ou durcir des politiques de sécurité. Car derrière la retenue affichée se joue réputation étatique, crédibilité militaire et stabilité régionale dans un espace ouest-africain déjà sous tension. Ce qui s'est produit près de Tumu n'est pas isolé, il éclaire une méthode, un réflexe, parfois encouragé ou toléré par des dirigeants comme Ibrahim Traoré, où la rapidité et la discrétion priment sur la démonstration de force. Comprendre ces mécanismes, c'est anticiper les prochaines secousses avant qu'elles ne deviennent publiques et coûteuses. En moins de 4 heures, l'incident était clos et 17 soldats burkinabés avaient déjà disparu des radars médiatiques. Ce délai très court change la nature de l'épisode. La crise n'a pas été étouffée par hasard, mais contenue par choix. À la frontière nord-ouest du Ghana, dans une zone rarement citée par les communiqués officiels, quelques gestes précis ont suffi à tester la solidité d'un équilibre régional fragile. Des militaires venus du Burkina Faso franchissent la ligne, installent des sacs de sable, balisent un périmètre. Rien d'improvisé. Les habitants alertent, les forces ghanéennes encerclent, désarment, interroge, puis relâche. La décision d'Accra est immédiate. Éviter l'humiliation publique, contenir la rumeur, empêcher l'escalade. Ce qui se joue là dépasse le terrain, ses frontières sont longues, arbitraires, héritées d'accords lointains qui ont ignoré villages, familles et rancunes anciennes. Elles sont des zones sentinelles où chaque anomalie résonne comme un signal. Dans ce contexte, un incident mal géré peut rapidement fermer des marchés, paralyser des flux, faire monter la peur. L'histoire ouest-africaine regorge de précédents où un geste local a déclenché une spirale incontrôlable. C'est précisément ce que le Ghana a cherché à éviter. Pour Ouagadougou et pour des figures centrales comme Ibrahim Traoré, cet épisode s'inscrit dans une dynamique plus large, tester sans provoquer ouvertement, observer les réactions, mesurer les lignes rouges. La retenue ghanéenne n'efface pas la question de fond. S'agissait-il d'un simple malentendu ou d'un signal discret envoyé dans un espace où la force symbolique compte autant que la force armée? Un point central apparaît, la crise n'a pas disparu, elle a été déplacée hors de la lumière. La crise n'a pas disparu, elle a été déplacée hors de la lumière. Sur cette frontière poussiéreuse, les premiers témoins ne sont ni des diplomates ni des généraux, mais des habitants ordinaires. À Vourou et dans les hameaux voisins, les villageois savent reconnaître les signes avant-coureurs du danger. Une patrouille qui hésite passe son chemin. Un groupe qui s'installe, empile des sacs de sable et balise un périmètre annonce autre chose. Ce matin-là, la réaction est immédiate. Les alertes circulent par téléphone, par bouche à oreille, par réflexe de survie. En quelques minutes, l'anomalie devient information opérationnelle. Pour ces populations frontalières, chaque incident a un coût direct. Un checkpoint improvisé signifie marché retardé, camion immobilisé, trajet quotidien suspendu. Le fermier qui devait vendre son maïs hésite à prendre la route. Le commerçant craint la fermeture soudaine du passage. L'impact est précoce, concret et ne dépend pas des communiqués officiels. C'est cette réalité qui pousse les habitants à signaler plutôt qu'à subir. Du côté ghanéen, la réponse rapide vise autant à rassurer ces communautés qu'à contenir le risque politique. Encadrer,
capturer, désarmer, puis relâcher sans exposition médiatique permet d'éviter la panique locale et la surenchère nationale. Chaque heure gagnée réduit la probabilité d'une rumeur incontrôlable, d'un attroupement ou d'une réaction émotionnelle. Ce exemple éclaire un mécanisme clé. Les villages frontaliers servent de sismographes. Ils détectent avant tout le monde les secousses invisibles. Leur calme ou leur agitation conditionne souvent la suite des événements. Quand la gestion est maîtrisée, l'incident reste circonscrit. Quand elle ne l'est pas, la tension s'étend. Ici, le choix de la discrétion a limité l'impact immédiat sur les civils, mais n'a pas dissipé l'interrogation de fond. Combien de fois ce type d'épisode peut-il être absorbé sans laisser de traces durables ? Avant l'incident, la frontière nord-ouest du Ghana vivait dans une routine tendue mais stable. Les passages étaient connus, les patrouilles régulières et les villages s'étaient adaptés à une vigilance permanente sans basculer dans l'alerte constante. Puis en quelques heures, tout s'accélère. Des soldats burkinabés franchissent la limite, non pas en mouvement hésitant, mais avec une logique d'occupation. Ils déploient des sacs de sable, organisent une défense sommaire, comme s'ils attendaient un signal ou testaient une réaction. Ce geste marque la mise en mouvement. La nouvelle circule vite. Les habitants alertent les autorités locales, conscientes qu'un délai ou une mauvaise interprétation peut ouvrir une brèche. Les forces ghanéennes interviennent sans déploiement spectaculaire. Encerclement, désarmement, interrogatoire rapide. Le pic de tension est atteint non par la violence, mais par la possibilité qu'elle survienne si l'incident s'expose trop longtemps. Chaque minute compte, une arrestation publique, une image diffusée et la situation aurait pu changer de nature. C'est alors que s'opère le choix décisif. Accra privilégie la discrétion. Les soldats sont retenus brièvement, puis remis dans un cadre diplomatique fermé. Pas de conférences de presse, pas de déclarations enflammées. Cette décision vise à éviter l'humiliation, à couper court aux spéculations et à préserver un équilibre déjà fragile. Dans d'autres contextes régionaux, des épisodes comparables ont dégénéré précisément parce que l'orgueil et la pression médiatique ont pris le dessus. Les conséquences, pourtant, ne disparaissent pas. À Ouagadougou, l'incident est observé, analysé, intégré dans une lecture plus large des rapports de force. Pour des responsables proches d'Ibrahim Traoré, ce type d'épisode sert aussi de baromètre. Mesurer la retenue du voisin, tester la solidité des canaux informels, évaluer jusqu'où la situation peut être poussée sans rupture ouverte. La frontière devient un espace d'expérimentation silencieuse. Sur le terrain, les conséquences se font sentir malgré tout. Les marchés ralentissent pendant quelques jours, les transporteurs hésitent, les familles craignent une fermeture soudaine, même désamorcée, la tension laisse une trace. Elle rappelle que la stabilité repose sur une succession de décisions rapides, souvent invisibles, et que chaque mise en mouvement comporte le risque d'un emballement. La ligne des événements révèle ainsi une réalité centrale. Ce n'est pas l'acte initial qui détermine l'ampleur d'une crise, mais la manière dont il est géré dans les premières heures. Ici, la retenue a contenu l'explosion, mais elle n'a pas annulé la question sous-jacente: jusqu'à quel point ces tests peuvent-ils se multiplier sans transformer la prudence en faiblesse perçue? Avant l'incident, la zone frontalière fonctionnait sur une situation de départ connu, des échanges quotidiens modestes, des patrouilles routinières et une tension latente mais contenue. Après l'intervention éclair, le différence est nette. En moins d'une journée, les flux ont ralenti, les contrôles se sont durcis et les acteurs locaux ont ajusté leur comportement par prudence. Un premier élément est le temps. Moins de 4 heures se sont écoulées entre l'alerte villageoise et la désescalade officielle. Un laps de temps inhabituellement court dans ce type de situation qui a limité l'accumulation de décisions irréversibles. Un autre élément chiffré concerne les effectifs impliqués. 17 soldats burkinabés, organisés et positionnés, suffisaient à créer une perception de ligne de front potentielle. Ce nombre réduit montre qu'il ne s'agissait pas d'une opération massive, mais d'un signal calibré. Il explique aussi pourquoi la réaction ghanéenne a privilégié la proportionnalité.
neutraliser sans surréagir pour éviter que l'incident ne change d'échelle. Chaque uniforme supplémentaire aurait modifié la lecture politique et médiatique de l'événement. Un dernier élément touche à l'économie locale. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs marchés frontaliers ont fonctionné au ralenti avec des échanges différés et des itinéraires évités par les transporteurs. Ce ralentissement, même temporaire, a un effet multiplicateur. Moins de circulation signifie moins de liquidité, des prix plus volatiles et une nervosité accrue chez les ménages. Ce type de variation rapide, souvent invisible dans les statistiques nationales, est pourtant un signal précoce de fragilisation. Ces données, limitées mais parlantes, montrent que la gestion rapide a réduit l'amplitude du choc sans l'annuler. Le différence observée n'est pas une crise ouverte, mais une tension mesurable, absorbée grâce à la vitesse et à la discrétion. Pour Ouagadougou et pour des figures de pouvoir comme Ibrahim Traoré, ce genre de séquence fournit des enseignements précis. Où se situe le seuil de réaction du voisin? Combien de temps l'espace médiatique peut être tenu à distance? Et quels coûts immédiats sont supportés par les populations? Ces éléments factuels soulignent ainsi une réalité stratégique. Même un incident contenu laisse des traces chiffrables dans le temps, les effectifs et les échanges. Ignorer ces signaux revient à sous-estimer la répétition possible du scénario. La question n'est donc pas de savoir si l'incident a été mineur, mais combien de fois une telle différence peut être absorbée avant de devenir structurelle. Un premier argument souvent avancé affirme qu'il ne s'agissait que d'un incident mineur, amplifié a posteriori par des lectures excessives. Selon cette thèse, des frontières longues et poreuses produisent inévitablement des erreurs de navigation ou de coordination. Des soldats peuvent franchir une limite sans intention politique, surtout dans des zones où le tracé est mal matérialisé. Dans cette perspective, la rapidité de la résolution prouverait justement l'absence de stratégie cachée. Le Ghana aurait simplement appliqué des procédures de sécurité standard, puis corrigé une anomalie sans chercher à lui donner une portée symbolique. Pour les défenseurs de cette lecture, voir dans cet épisode un test ou un signal reviendrait à projeter des tensions régionales sur un événement banal. Un second argument insiste sur la logique de retenue mutuelle. Les autorités burkinabées et ghanéennes auraient partagé un intérêt commun, éviter toute escalade dans un contexte régional déjà fragile. L'incident serait donc le résultat d'un malentendu vite rattrapé par des canaux de communication efficaces. Cette approche met en avant la maturité institutionnelle du Ghana et la volonté du Burkina Faso de ne pas transformer un faux pas en crise ouverte. Dans ce cadre, l'épisode ne dirait rien d'autre qu'une chose: la diplomatie fonctionne encore, même sous pression. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils rappellent que toutes les tensions frontalières ne sont pas des provocations calculées et que la surinterprétation peut, elle aussi, nourrir l'instabilité. Toutefois, plusieurs éléments issus des faits rapportés viennent nuancer cette lecture. Le comportement observé n'évoque pas une patrouille égarée. Installation méthodique, Zambiazé, sac de sable empilé, périmètre balisé, ce sont des gestes lourds de sens militaire. De plus, la décision de contenir l'incident hors de l'espace public suggère la conscience partagée qu'une exposition médiatique aurait changé sa nature. Enfin, replacé dans une dynamique régionale plus large, cet épisode s'inscrit dans une série de signaux discrets où la force symbolique compte autant que la force réelle. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ces situations fournissent des informations précieuses sur les seuils de tolérance et les réflexes des voisins. La lecture incident banal n'est donc pas fausse, mais incomplète. Elle explique le comment, pas le pourquoi, et c'est précisément ce décalage qui rend ces événements difficiles à classer et potentiellement répétitifs. Ce qui change la lecture de l'incident, ce n'est pas l'arrestation elle-même, mais le tempo choisi pour l'éteindre. La désescalade éclair n'efface pas l'acte initial, elle le requalifie. Elle transforme une possible confrontation en message discret, lisible seulement par ceux qui observent les marges. À ce stade, l'équilibre se déplace. La question n'est plus qui a franchi, mais qui a fixé le cadre. Le Ghana a montré sa capacité à absorber sans exposer. Le Burkina Faso a vu jusqu'où un geste pouvait aller sans rupture. Cette révélation de milieu tient dans un détail souvent négligé. La scène n'a jamais été livrée au public.
Pas d'image virale, pas de narration concurrente, le silence est devenu l'outil principal. Dans une région où l'opinion et la rue pèsent vite sur les décisions, ce choix a neutralisé l'escalade émotionnelle. Il a aussi créé une zone grise propice aux interprétations stratégiques. Pour Ouagadougou et pour un pouvoir incarné par Ibrahim Traoré, cette séquence offre un enseignement opérationnel. Elle indique que la retenue du voisin peut être testée sans déclencher de sanctions immédiates, mais qu'elle a un coût invisible sur les populations et les échanges. Le centre de gravité se déplace alors vers l'anticipation. Combien de signaux silencieux peuvent être envoyés avant que la patience ne s'érode ? La révélation n'est donc pas spectaculaire. Elle est structurelle. Elle montre que dans ces espaces frontaliers, le vrai rapport de force se joue moins dans l'affrontement que dans la maîtrise du temps, de l'exposition et du récit. Et c'est à partir de ce point que les conséquences concrètes commencent à s'accumuler. Pour les États, l'incident rappelle d'abord une réalité brute. La stabilité est une ressource politique fragile. Le Ghana a protégé sa réputation en évitant l'escalade, mais il a aussi envoyé un signal de vigilance accrue à ses propres forces et à ses partenaires régionaux. Chaque gestion réussie renforce la crédibilité institutionnelle, tandis que chaque faux pas expose à des pressions diplomatiques, économiques ou sécuritaires. Du côté burkinabé, l'épisode alimente une lecture stratégique plus large où chaque réaction du voisin est intégrée dans une cartographie mentale des rapports de force, observés de près par le pouvoir central autour d'Ibrahim Traoré. Pour les entreprises, même une tension brève a des effets mesurables. Transporteurs et commerçants frontaliers ajustent immédiatement leurs itinéraires, retardent des livraisons, augmentent leur marge de sécurité. Cette prudence se traduit par des coûts supplémentaires et une volatilité accrue des prix locaux. À plus grande échelle, la perception d'un risque frontalier récurrent pèse sur les décisions d'investissement, notamment dans les zones déjà considérées comme sensibles. Un incident contenu aujourd'hui peut suffire à reclasser une région entière comme instable demain. Pour les civils, l'impact est plus direct encore. La crainte d'une fermeture soudaine de la frontière modifie les comportements quotidiens. Achats anticipés, déplacements limités, marchés désertés. Les familles vivant du commerce transfrontalier sont les premières exposées. Un ralentissement de quelques jours peut déséquilibrer des budgets déjà fragiles. La peur, même sans violence, devient un facteur économique et social à part entière qui s'installe bien avant toute annonce officielle. À l'échelle de la région, enfin, l'incident s'ajoute à une accumulation de signes discrets. Chaque épisode de ce type renforce l'idée que l'Afrique de l'Ouest fonctionne sous tension permanente, où la moindre étincelle peut déclencher des réactions en chaîne. Les marchés internationaux surveillent ces zones sentinelles, car une perturbation locale peut affecter des flux plus larges, du coton aux hydrocarbures. Cette interconnexion explique pourquoi des choix faits en quelques heures, loin des caméras, ont des répercussions bien au-delà de la frontière concernée. Ces conséquences montrent que la gestion discrète a contenu le choc immédiat sans en supprimer les effets. Elle a protégé l'instant, pas effacé le risque. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, la leçon est double. La retenue du voisin est une opportunité à court terme, mais aussi un rappel que chaque test accumule une dette de confiance. La question devient alors centrale. Combien de tensions silencieuses une région peut-elle absorber avant que l'une d'elles ne rompe l'équilibre ? Dans une première hypothèse, la logique observée à Tumu se prolonge. Les incidents restent ponctuels, gérés rapidement par des canaux informels entre capitales. Les frontières demeurent ouvertes, mais sous surveillance renforcée. Les acteurs locaux intègrent cette tension diffuse dans leurs calculs quotidiens. Itinéraires plus prudents, stocks ajustés, décisions d'investissement différées. La stabilité tient non par absence de risque, mais par une capacité répétée à contenir l'escalade avant qu'elle ne devienne publique. Ce scénario suppose une coordination continue et une discipline politique élevée, où chaque camp accepte de perdre en visibilité ce qu'il gagne en prévisibilité. Dans une hypothèse plus favorable, l'incident sert de catalyseur. Les États renforcent leur mécanisme de communication directe et formalisent des procédures de désescalade. Les communautés frontalières sont davantage associées à l'alerte précoce, réduisant les angles morts. La coopération régionale s'améliore et les signaux discrets
discrets laissent place à des règles plus claires. Cette évolution atténue la nervosité des marchés et redonne confiance aux acteurs économiques. Elle repose toutefois sur une volonté politique durable capable de résister aux pressions internes et aux tentations de démonstration de force. Dans ce cadre, même des dirigeants sous contrainte, comme Ibrahim Traoré, auraient intérêt à privilégier la prévisibilité plutôt que l'ambiguïté stratégique. Dans une hypothèse plus défavorable, inverse la dynamique. Un incident similaire survient ailleurs, mais cette fois sans retenue suffisante. Une arrestation s'éternise, une image circule, l'opinion s'enflamme. Les frontières se ferment temporairement, les échanges chutent, les prix locaux s'envolent. La pression populaire pousse à des postures plus dures, réduisant l'espace de compromis. En quelques semaines, un événement local devient un dossier régional, attirant l'attention et l'ingérence d'acteurs extérieurs. Ce scénario ne nécessite pas une guerre ouverte. Il suffit d'une succession de mauvaises décisions dans un laps de temps court. Face à ces évolutions possibles, une recommandation de lecture s'impose. Penser en termes de seuil, non d'intention. Ce ne sont pas les discours qui déclenchent les crises, mais le franchissement cumulatif de limites mal définies. Observer le rythme des incidents, la durée des silences et la réaction des populations permet d'anticiper les basculements. À 6 ou 12 mois, la différence entre stabilité et rupture tiendra moins à un événement spectaculaire qu'à la gestion répétée de situations ordinaires. Pour les habitants des zones frontalières, ces incidents ne sont pas abstraits. Ils déterminent l'heure de départ au marché, le choix d'un itinéraire, la décision de garder des enfants à la maison. La moindre rumeur peut suffire à suspendre une journée de travail. Comprendre ces mécanismes permet de lire autrement les silences officiels et de mesurer l'importance des alertes communautaires, souvent première barrière contre l'escalade. Un geste simple, signaler une anomalie plutôt que l'ignorer, peut éviter une chaîne de conséquences plus lourde. Pour les acteurs économiques locaux, commerçants, transporteurs ou agriculteurs, la leçon est celle de l'anticipation. Diversifier les points de passage, constituer de petites marges de sécurité, maintenir des contacts des deux côtés de la frontière sont des pratiques de survie dans un environnement incertain. Ces ajustements paraissent modestes, mais cumulés, ils amortissent les chocs lorsque la tension monte sans préavis. Ils rappellent aussi que l'économie quotidienne dépend autant de décisions invisibles que de politiques nationales. Pour les citoyens éloignés de la région, l'enjeu est moins direct mais tout aussi réel. Les crises frontalières, même contenues, influencent les prix, les politiques de sécurité et les choix diplomatiques. S'y intéresser, c'est refuser l'illusion que ces événements sont lointains ou sans effet. Une information suivie, vérifiée, partagée avec prudence contribue à réduire l'espace des rumeurs et des surenchères émotionnelles. Deux directions générales apparaissent. D'abord, cultiver une vigilance informée, comprendre les dynamiques plutôt que réagir aux images chocs. Ensuite, encourager la transparence mesurée, demander des explications sans exiger des démonstrations de force. Ces attitudes n'empêchent pas les crises, mais elles réduisent la probabilité qu'elles s'emballent. Au fond, ce type d'épisode rappelle que la stabilité n'est pas seulement l'affaire des États. Elle repose aussi sur des choix quotidiens, discrets, faits par des individus et des communautés. Savoir lire ces signaux, c'est déjà participer à leur gestion. D'abord, cela concerne les communautés locales. Formaliser et soutenir les réseaux d'alerte villageois permet de détecter rapidement les anomalies sans militariser excessivement l'espace. Des campagnes d'information en langue locale, menées par des leaders reconnus, peuvent préciser quand et comment signaler un incident et à qui. Le critère de réussite est simple, réduire le temps entre l'observation et la transmission fiable de l'information. Ensuite, cela vise les forces de sécurité des deux côtés de la frontière. Mettre en place des canaux directs et permanents de communication utilisables en temps réel limite les malentendus. Un appel immédiat entre commandants de poste peut éviter des heures de spéculation. Le succès se mesure par la baisse du nombre d'interventions physiques nécessaires pour désamorcer un incident. Puis cela relève de la diplomatie opérationnelle. Prévoir des procédures claires de remise, d'interrogatoire et de résolution connues à l'avance réduit l'improvisation sous pression. Ici, le qui fait quoi, quand et comment doit être explicite afin que la rapidité ne sacrifie ni la souveraineté ni la dignité.
Les délais de résolution deviennent un élément clé. À un autre niveau, cela implique la société civile et les acteurs économiques. Associés commerçants, transporteurs et associations locales, aux discussions permet d'intégrer les coûts réels des tensions dans les décisions politiques. Leur retour d'expérience sert de baromètre de terrain. On mesure l'efficacité par la continuité des échanges lors des périodes sensibles. Enfin, à l'échelle régionale, cela s'inscrit au niveau régional. Les mécanismes existants de médiation doivent être activés de manière préventive, non seulement après les crises. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, s'inscrire dans ces cadres renforce la capacité à tester sans rompre, tout en limitant les effets cumulatifs sur les populations. Cette logique d'ensemble ne promet pas l'absence d'incidents. Elle vise à réduire leur portée, leur durée et leur coût humain. La question décisive reste ouverte. Ces étapes seront-elles appliquées avant la prochaine tension ou seulement après qu'elle aura laissé de nouvelles traces? Revenir au village sentinelle, c'est revenir à ce qui ne fait jamais la une. À Vourou, à Tumu, la frontière n'est pas une abstraction géopolitique, mais une présence quotidienne. Elle traverse les champs, coupe les routes, rythme les marchés. L'incident des soldats et des sacs de sable n'a pas laissé de ruines visibles, mais il a ravivé une mémoire collective faite de fermetures soudaines, de rumeurs et de silences lourds. C'est ce souvenir qui guide les réactions bien avant les ordres officiels. Le motif revient alors naturellement. Ce sont souvent les marges qui portent le poids des décisions prises ailleurs. Quand la désescalade fonctionne, elle protège des vies ordinaires, des récoltes, des échanges fragiles. Quand elle échoue, ce sont ces mêmes lieux oubliés qui encaissent les premiers chocs. La stabilité se mesure rarement en communiqué, mais en journée normale préservée. Pour les centres de pouvoir, l'épisode est un rappel discret. La maîtrise du temps et du récit peut éviter l'explosion, mais elle n'efface pas les attentes des populations. Pour un dirigeant comme Ibrahim Traoré, la leçon n'est pas seulement stratégique, elle est humaine. Chaque test silencieux s'accumule dans la mémoire de ceux qui vivent au bord de la ligne. Une phrase s'impose alors, simple et lourde. Le calme se construit, il ne se décrète pas. Il repose sur une succession de choix mesurés, répétés, parfois ingrats. La vraie victoire n'est pas d'avoir gagné un bras de fer invisible, mais d'avoir évité qu'il n'ait lieu. À la fin, cet épisode n'appelle ni slogan, ni prise de position tranchée. Il invite à une attention différente. Dans un monde où l'actualité privilégie le bruit et l'instantané, ces crises discrètes montrent que l'essentiel se joue souvent hors champ, dans la gestion du temps, des mots et des silences. Comprendre ces mécanismes, c'est refuser de subir des effets que l'on croyait lointains. Pour les lecteurs, l'enjeu est simple et exigeant à la fois. Rester informé sans céder à la dramatisation, interroger les décisions sans réclamer l'escalade. Suivre les signes discrets parce qu'ils annoncent souvent les secousses majeures. Ce regard attentif contribue à réduire l'espace des rumeurs et à renforcer la responsabilité publique. Les dirigeants, qu'ils soient à Accra ou à Ouagadougou, autour de figures comme Ibrahim Traoré, agissent aussi sous le regard de citoyens plus conscients des enchaînements réels. Cette vigilance n'est pas une défiance permanente, elle est une forme de participation civique discrète mais continue. La question reste ouverte face au prochain incident silencieux. L'important est de chercher à comprendre ce qui se joue réellement en coulisses plutôt que de réagir à chaud.